Merci d'introduction, merci de ma part également à être là en dépit du soleil radieux à l'extérieur et des 4 jours de week-end pour ceux qui feront le pont. Donc c'est une conférence échange, il y a une longue séance d'échange prévue après que j'ai fini de parler, mais vous n'êtes pas très nombreux non plus, donc n'hésitez pas à lever la main s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Donc il est prévu que je me présente, que je vous rappelle un peu mon parcours. Donc j'ai fait mes études à Toulouse, classe préparatoire concluse. Je suis ensuite allé à Paris, j'ai intégré l'école normale supérieure à Paris. J'y suis resté 4 ans. J'ai commencé ma thèse et puis je suis parti continuer ma thèse aux États-Unis. Donc les 2/3 de ma thèse ont été faites au MIT, à Boston. C'était dans le cadre de quelque chose qui n'existe plus, qui s'appelait la coopération et qui était une façon de faire son service militaire en servant non pas le ministère de la Défense, mais le ministère des Affaires étrangères dans des pays étrangers. Par exemple, les États-Unis, le MIT, ça marchait. Donc c'est un peu atypique dans le parcours parce que les chercheurs qui travaillent en France, souvent ils ont fait leur thèse en France et on leur a demandé une expérience à l'étranger ensuite. Moi j'ai fait l'inverse, je suis revenu après ma thèse faire ce qu'on appelle un postdoc en France. Donc après Paris, Boston, c'était Strasbourg. Ça a duré 1 an et dès la première fois que j'ai candidaté, je suis rentré au CNRS. Donc ça fait un certain temps, c'était en 95. Je suis rentré au CNRS dans un laboratoire strasbourgeois où je suis resté 3 ans comme chargé de recherche et j'ai bénéficié d'une initiative qui à l'époque était très très originale, qui était la fondation de l'Institut européen de chimie et biologie sur le campus de l'Université de Bordeaux en 98 et j'ai rejoint cet institut à sa fondation. Et ce qui était très atypique, c'est que j'étais vraiment tout jeune chercheur, mais que ce qu'on me demandait, c'était de démarrer un programme de recherche indépendant. La structure des carrières des chercheurs en France, elle est généralement en évolution lente. On rentre chercheur, chargé de recherche, et il faut souvent beaucoup d'années et montrer beaucoup de preuves avant qu'on laisse complètement les rênes du carrosse. Là c'était l'inverse, j'avais pas 29 ans. Et on me demandait de démarrer mon groupe de recherche et c'était une chance extraordinaire et puis ça m'a catapulté littéralement parce que comme ça a bien marché, j'ai pu être connu pour les travaux de recherche que je faisais. C'était pas quelqu'un qui était connu à ma place, par exemple. Donc ça a démarré en 98 et ça fait quand même maintenant beaucoup d'années que je suis à Bordeaux. Et j'en profite bien. Il y a 2 choses peut-être que je peux vous expliquer, c'est pourquoi la chimie et pourquoi je suis devenu chercheur. J'ai l'impression de jamais avoir quitté l'école. J'aimais beaucoup ça, j'ai toujours été très avide de connaissances et en fait quand vous arrivez jusqu'au master ou le diplôme d'ingénieur où on est encore beaucoup à vous nourrir de cours, il y a des livres qui vous racontent ce que vous devez apprendre. Et puis qu'on a peut-être des petites expériences de recherche, on passe doctorant. Le doctorant, c'est vraiment un statut hybride parce que un docteur, il est inscrit à l'université, il court après un diplôme, mais en France, il est déjà salarié. Donc avec des obligations, mais un vrai salarié, avec des obligations professionnelles complètes. Il y a des horaires, il y a un contrat de travail, il y a un comportement professionnel adopté. C'est pas étudiant, ça. Salarié, c'est pas étudiant. D'autre part, en France, dans le système de recherche, il y a beaucoup de chercheurs permanents. Mais les doctorants, quelqu'un qui vient passer 3 ans sur un sujet, sont une force vive essentielle. La recherche avance par les thèses. Donc on a énormément d'attentes en termes d'avancement de la recherche de la part d'un doctorant. Donc quand on décide de s'engager en thèse, on commence à avoir ce statut où ça a l'air très continu par rapport à l'année de master juste avant où on a fait un petit stage, ça ressemble à un long stage. Mais en fait c'est plus du tout ça. On a arrêté, il n'y a plus de livres
pour vous dire ce que vous devez faire, puisque précisément ce que vous devez faire, ça n'a jamais été fait. Sinon, c'est pas de la recherche. Et donc la transition se fait très très progressivement entre le moment où vous êtes étudiant et puis d'un coup vous avez fait la recherche depuis un certain nombre d'années, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus du tout étudiant. D'ailleurs, on dit chercheur, mais je sais pas si ça me plaît. On pourrait dire trouveur. Ça dépend des gens peut-être, mais donc la transition se fait vraiment progressivement. Après, dans la recherche, il y a des satisfactions personnelles qu'on entretient dans son rapport à son sujet. Alors, il y a le rapport à sa matière. Je vais vous parler de chimie. Il y a des choses particulières pour les chimistes. D'abord, dans les travaux de mon groupe, il y a des choses qui sont belles. Et un projet qui génère de la beauté, c'est pas une justification pour un financement. Ça marche pas comme ça, mais ça, c'est un supplément de valeur qui apporte des vraies satisfactions par rapport à ce qu'on génère. Et puis la chimie, bon, à part pour les théoriciens, la chimie c'est une matière qui produit des objets. Donc les chimistes créent, puis après ils étudient ce qu'ils ont fabriqué. C'est très différent du positionnement des sciences de la vie où le vivant est donné et il faut le comprendre tel qu'il est donné. On n'a pas le choix du système, il est ce qu'il est et il est pas facile à appréhender. C'est différent de la physique aussi où les lois qui régissent le monde physique, elles sont ce qu'elles sont. C'est un peu pareil, on doit les découvrir, les comprendre, mais elles sont données également. Le chimiste fabrique des objets qui n'existaient pas. Et donc il y a cette part de créativité, une part de main dans le cambouis aussi, que ce soit en chimie inorganique, en chimie des polymères ou en chimie organique, on fabrique avec ses mains. Donc il y a une vraie notion de travail manuel. La science, tout aussi exacte qu'elle essaye d'être dans le laboratoire, elle est souvent empreinte de réalisations pratiques non évidentes. Des choses qui sont pas faciles à faire. Vous avez beau donner un protocole et avoir formé un étudiant à des pratiques, ça prend pas du premier coup. Ça peut être comme des recettes de cuisine. Il y a des choses qui sont réellement techniquement très difficiles à faire et c'est pas parce qu'on a la recette que n'importe qui peut se mettre devant et réussir le plat. Pas du tout. Et en science, on sait que ça peut marcher. Ça a déjà été fait. On est sûr que ça a déjà été fait. C'est comme ça que c'est décrit. Mais il y a une notion de savoir-faire. Donc dans un groupe de recherche, on entretient un savoir-faire. Quel que soit le sujet que vous abordez, vous rentrez dans un laboratoire, il y a une période où on prend en main littéralement les connaissances et les pratiques. Et ces rapports que l'individu a au contenu scientifique, et ça change d'une matière à l'autre. Donc c'est pas tout à fait les mêmes profils de personnes. Après, donc moi j'ai un rapport particulier par rapport à ça. Les chimistes, dans mon cas, souvent ça commence tôt. Les boîtes du petit chimiste qu'on pouvait acheter il y a 35 ans, on les vend plus maintenant parce qu'il y avait des matières qui étaient pas bonnes à répandre dans l'environnement qu'on distribuait à l'époque. Mais enfin elles étaient assez riches et ça peut éveiller tôt ce rapport à mais c'est des objets, des matières que je vois, je les mélange, il se passe des choses. Donc j'ai un pouvoir, une sensation de pouvoir, mais comme un sculpteur peut avoir ou un artiste qui peint, il crée, il fabrique. Donc c'est vraiment propre à cette matière-là. Je peux donner aussi un élément d'orientation parce que j'avais d'autres passions. J'étais vraiment passionné par l'essence de la vie en tant que matière, par la vie, par l'observation du vivant. J'aimais aussi beaucoup l'essence de la terre. Et sur le plan professionnel, pour moi, l'idée d'être en train de monter une montagne en Nouvelle-Zélande et que ça fait partie d'une sortie professionnelle, d'une expédition, ça avait beaucoup de... oui, ça me plaisait bien comme perspective professionnelle. Et le choix de l'orientation, il a reposé sur ce goût que je viens de décrire, et aussi sur un conseil que j'ai suivi, qu'on peut suivre ou pas. J'ai discuté avec d'autres gens qui me disent non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. On m'a dit,
fais ce à quoi tu es vraiment bon. C'est-à-dire choisis en fonction du renvoi que tu as de tes professeurs, que là tu es vraiment doué. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup les sciences de la vie, mais c'était pas ma matière forte. Donc j'avais à la fois la passion, mais un retour sur investissement qui pouvait être empreint de frustration. Et en gros, le conseil, c'était évite ces frustrations-là. Si tu es bon en chimie, tu continues la chimie, ça t'apportera toujours. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc après, vous pouvez vous définir tout un chacun en fonction de ce que je viens de vous dire là. Donc j'ai bien insisté sur le fait qu'en chimie, on fabrique. Et le projet que mon groupe anime est vraiment de l'architecture moléculaire. Donc il va y avoir une diapo métaphysique. Et ça tient bien, c'est juste une citation, et ça tient bien avec ce que je viens d'exprimer, sur le fait qu'en chimie, on fabrique, on crée. Et ça peut être une façon de vivre, hein, de produire et son rapport à sa production. Après, une production créée, on peut avoir des productions intellectuelles. Hein. Nous, on fabrique des objets et en plus, on a des moyens maintenant extraordinaires pour les voir, en dépit du fait qu'ils sont extrêmement petits. Et donc, on revient à cette notion d'architecture, d'objets structurés et de forme. Dans le titre de la conférence, j'ai dit que j'allais parler de Foldamer, je vais bien définir ce que c'est. Il y avait une notion de biomimétisme aussi. Et ça, le biomimétisme est très ancien. L'idée que on peut regarder le vivant et trouver certaines façons de faire et s'en inspirer pour faire autre chose. Pas la même chose, mais autre chose. Les premiers modèles d'avion de Léonard de Vinci, ils essayaient de s'inspirer du mode de vol des oiseaux avec des ailes qui battent. Ça n'a pas bien marché. Et finalement, nos avions, ils ont des ailes qui battent pas et ils marchent très bien. Mais il y a quand même l'inspiration, la notion de portance, elle est bien là. Hein, donc, on fait ça au niveau moléculaire. Et il y a un phénomène particulier qui est très général dans le vivant, très très général à toutes les échelles, et qu'on voit au niveau moléculaire, c'est le repliement. Alors repliement, c'est aussi plier. Et voilà. C'est une façon de donner une forme, de partir d'un objet de basse dimensionnalité, morceau de papier carré et plat, et après quelques plis, là il n'y a vraiment pas beaucoup de plis, on génère une forme. Alors c'est absolument essentiel, et j'insisterai bien dessus quand je parle de mes molécules, parce que à l'échelle moléculaire, les formes, c'est les fonctions. Toutes les fonctions dérivent des formes des objets. Et donc la maîtrise, le savoir-faire en forme, il va donner accès aux fonctions. Donc là, c'est un carré de papier, un objet en 2 dimensions qui donne un objet en 3 dimensions. Ça, c'est si on n'est pas trop doué en origami, comme moi. J'ai une étudiante japonaise qui était beaucoup plus douée, et avec un carré de papier, vous pourrez la faire circuler, faire un mime de double hélice d'ADN avec un carré de papier, ça requiert un vrai savoir-faire empirique. C'est pour dire la richesse de ce qu'on peut faire par pliage. Donc il y a des particularités, je vais suivre cette analogie un certain nombre de fois. Ça, c'est une feuille vierge, les plis sont pas dessinés. Celui qui veut générer un origami, il doit choisir à quel endroit il fait ses plis et quelles seront les conséquences de chaque pli sur la forme finale. Ça peut être des algorithmes assez compliqués. À l'échelle moléculaire, on s'intéresse pas à des objets en 2 dimensions, mais à des objets à 1 dimension. Et là, il y a 4 images qui montrent comment une protéine peut adopter une forme repliée. L'idée, c'est que dans sa forme déroulée, c'est un brin. Elle adopte une conformation qui est compacte, globulaire, comme ça, qui a l'air complexe visuellement, on a du mal à l'appréhender, mais l'objet final est très très bien défini. Pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut que la protéine soit repliée de la bonne façon. Et si elle est mal repliée, elle ne sera pas fonctionnelle. Et c'est très précis, ça peut être de l'ordre de l'angstrom ou de la fraction d'angstrom dans le positionnement des atomes. C'est quelque chose d'excessivement précis. À la différence de ma feuille de papier, ici, ce brin moléculaire, c'est pas comme une ficelle molle qu'on pourrait plier à n'importe quel endroit.
Il y a des liaisons, donc il y a des parties de la molécule qui sont rigides, et autour desquelles il peut se faire des rotations. C'est là que j'aurai mes plis. Et finalement, il faut voir ça comme si, à l'échelle macroscopique, on avait des charnières accrochées les unes aux autres. Vous pouvez acheter des charnières, les visser les unes aux autres, et vous aurez un objet qui a un certain nombre de degrés de liberté, mais qui est pas souple comme un fil. Donc les lieux des plis sont prédéfinis. Ce que vous pouvez doser, c'est combien vous pliez. Malgré tout, sur un brin assez long, le nombre de possibilités de plis est vertigineux, parce que ça augmente comme une exponentielle. À chaque charnière suivante, vous avez toutes les combinaisons précédentes qui sont possibles. Et ça rend le phénomène très complexe. Alors peut-être quelque chose que je dois ajouter aussi maintenant, c'est que pour plier la feuille de papier, il faut un acteur. La protéine, elle se replie toute seule. Il n'y a pas des petites mains. Encore que. Il y a peut-être des fois d'autres protéines qui assistent. Mais globalement, la force motrice du repliement au niveau d'une molécule, c'est le fait que la forme déroulée est exposée à l'agitation thermique, que l'agitation thermique lui permet d'explorer beaucoup, ou un grand nombre des structures repliées possibles, et que la forme repliée désirée est stabilisée, c'est-à-dire qu'il y a un effet thermodynamique. Si la forme repliée est trouvée, elle échappe à l'agitation thermique, elle ne se déroule pas. Et donc petit à petit, par morceaux, ça peut commencer une nucléation au bout, une nucléation au centre. En explorant au hasard, la molécule doit trouver sa forme repliée toute seule. Néanmoins, le phénomène est complexe au point que dans les années 90, on parlait du problème du repliement des protéines. Parce que quand bien même on avait identifié la séquence primaire d'acides aminés, donc les maillons qui vont constituer la chaîne de la protéine de façon non ambiguë, on n'était pas capable de prévoir la structure. Et en fait, ça c'était en 91, c'est toujours valide aujourd'hui pour une grande part. Il y a tellement de degrés de liberté, et on pourrait dire la forme stabilisée à la fin, c'est la résultante d'un très grand nombre de petites interactions. Et c'est très difficile, il faudrait être très très précis sur toutes les choses, c'est très très difficile à prévoir. De la même façon, on ne sait pas bien écrire une séquence d'acides aminés précise pour qu'elle se replie d'une façon donnée aussi complexe que ça. Et donc la façon de faire aujourd'hui, c'est que heureusement il y a beaucoup de structures tridimensionnelles qui ont été élucidées. On peut isoler la protéine sous sa forme repliée et caractériser sa structure. Et quand une nouvelle protéine est découverte, la première chose qui est faite, c'est une comparaison de la séquence de cette protéine avec des banques de données qui stockent toutes les séquences existantes. Et on fait des analogies, et on peut dire, c'est une protéine nouvelle, mais on voit bien le degré d'analogie avec telle autre structure, telle autre protéine dont on connaît la structure. Et par là, on va pouvoir dire, donc probablement elle est repliée comme ça, je vais pouvoir construire un modèle. Mais on n'a pas de compréhension exacte du phénomène. Alors, je dis les choses dans un certain ordre aujourd'hui, je vais répéter ça. Les fonctions moléculaires dérivent des formes, aussi de la dynamique associée, c'est-à-dire, sur mon écran, ça a l'air d'être un objet statique, vous verrez un exemple tout à l'heure, en fait ça bouge, et la dynamique est aussi importante pour la fonction. Et quand on observe le vivant, toutes les fonctions moléculaires majeures ont été attribuées à des objets grands en termes de molécules, des biopolymères, qui ont des formes définies. Et typiquement les acides nucléiques et les protéines. Donc pour les protéines, il y a des fonctions essentielles. La fonction première qui vient, c'est la catalyse. La catalyse, c'est la fabrication. Le vivant est fabriqué, généré par les plantes en particulier. Il y a la photosynthèse au départ. Il y a de la matière première qui rentre, qui est en grande partie minérale. Le CO2 est absorbé, l'azote est absorbé par certaines plantes, l'eau est absorbée. Et après, il y a une chaîne catalytique considérable pour fabriquer le vivant. Et c'est les protéines qui font ça. C'est pas des petites molécules, c'est pas des petits catalyseurs comme les chimistes en disposent.
En ce qui concerne les acides nucléiques, il y a toutes les fonctions de stockage, duplication de l'information génétique. C'est de nouveau une grande molécule dont la forme est liée à sa capacité de s'hybrider en double hélice. C'est des traits remarquables. Hein. Si vous regardez tout ce que les chimistes savent produire, on ne sait pas faire des objets comme une protéine qui catalyserait ou comme un acide nucléique qui contiendrait de l'information. C'est une complexité qui est vraiment à la frontière de ce que la chimie sait faire aujourd'hui. Et c'est la zone du champ d'investigation des travaux de mon groupe. Donc, pour moi, il y a plusieurs questions. C'est pas des questions auxquelles je vais apporter forcément des réponses immédiates, mais c'est des questions qui constituent un peu l'arrière-plan des travaux de recherche de mon groupe. Pourquoi la nature a sélectionné des macromolécules linéaires, repliées, pour effectuer ces fonctions extrêmement sophistiquées? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce schéma-là qui fait que c'est pas autre chose qui a été sélectionné? Juste ça. Il y a cette observation, vous avez ici montré à la même échelle une petite protéine et un petit morceau de double brin d'ADN à la même échelle. Le support chimique est différent. Les maillons élémentaires des protéines, c'est les acides alpha-aminés. Dans les acides nucléiques, c'est les nucléobases. Ils sont pas tout à fait la même taille, c'est pas le même grain. Ça, c'est un grain fin. Là, on a une molécule avec un plus gros grain. Et ces fonctions extraordinaires que j'ai évoquées, qui sont effectuées par les protéines ou qui sont effectuées par les acides nucléiques, elles le sont parce que les formes obtenues le permettent. Et ces formes dérivent de la nature chimique. On ne peut pas faire la catalyse avec les acides nucléiques comme avec les protéines, et on ne peut pas stocker de l'information dans les protéines comme on le peut avec les acides nucléiques. Et donc il y a un lien direct entre la nature chimique élémentaire, nucléobase ou acides aminés, la forme des objets et leur fonction. Et moi je suis organicien de formation, j'observe, mais tiens, la nature a sélectionné 2 familles de squelettes majeurs, et ça lui a suffi. Il y a une question assez évidente, c'est dit, mais est-ce que ces squelettes que la nature a sélectionnés ont des propriétés vraiment uniques? Est-ce qu'on peut faire ça qu'avec les acides alpha-aminés, qu'avec les nucléobases? En d'autres termes, si la vie est apparue ailleurs dans l'univers, est-ce qu'il y a une probabilité élevée que ce soit la même base chimique à cette existence-là, parce que c'est des propriétés qui sont vraiment inhérentes à ces squelettes-là, ou est-ce que ça pourrait être autre chose? Et il y a un intérêt, si ça peut être autre chose, tant les protéines et l'ADN sont différents dans leur constitution chimique et ça leur donne la capacité d'avoir des fonctions différentes, si ça peut être autre chose, on peut imaginer d'autres capacités. Et donc, la réponse à la première question, elle existe déjà. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années. Les chimistes, quand on pose une question comme ça, ils ont une attitude très pragmatique, on dit on va essayer. Et on a essayé, et ça a marché, et on s'est rendu compte que, en fait, des familles moléculaires où en enchaînant des maillons, on s'apercevait que le brin avait une propension à adopter des formes repliées. Il y en a des dizaines et des dizaines, elles sont très variées. Certaines ressemblent un peu à celles que la nature utilise, d'autres peuvent être très différentes. Mais la propriété n'est pas du tout propre aux acides alpha-aminés ou aux nucléobases qu'on connaît sur Terre. Je dis pas par là qu'autre chose est possible ailleurs, parce qu'il y a d'autres contraintes, notamment celle que quand le vivant est apparu sur Terre, il est parti du minéral. Ça, c'est une contrainte énorme. Ce qu'on fait nous au laboratoire, c'est on a plein de degrés de liberté. On peut acheter des produits chimiques, des réactifs très variés qui n'étaient pas disponibles pour le vivant quand il a commencé. Et donc la dernière question, c'est si on peut faire ça avec d'autres squelettes, est-ce que justement on peut pas aller au-delà de ce que les biopolymères font? Et c'est tout l'intérêt. De toute façon, ce que les protéines font a été optimisé sur plusieurs milliards d'années. Pareil pour les acides nucléiques. On aura du mal à faire aussi bien, et ils le font très bien. Donc l'intérêt, c'est là on est vraiment dans le biomimétisme, c'est de s'inspirer de certains principes, mais de faire autre chose, pas de refaire la même chose. Donc ce qu'on a appelé des foldamères, dans foldamer, il y a le préfixe fold, qui est folding en anglais, c'est le repliement, c'est un mot un petit peu hybride, parce que fold c'est de l'anglais, mer c'est du grec.
Mais mère, c'est le même mère que vous avez dans monomère ou polymère, qui fait référence à l'unité et au fait que là, on va parler de structures constituées de sous-unités. Et on donne une définition très très large. On parle d'architecture moléculaire artificielle repliée. Ça peut couvrir énormément de choses. Principalement, on s'intéresse à des molécules qui sont au départ en forme de brin, parce que c'est assez facile à faire. Mais ça peut être autre chose que des brins. Et suivant les domaines concernés, on va avoir différents types d'objets. Le savoir-faire de mon groupe, c'est la chimie organique de synthèse. Et donc, notre façon de voir des architectures moléculaires repliées, c'est vraiment en synthèse par étape, qu'est-ce qu'on fabrique. Donc, je vous donne une sorte de survol de ce qu'un Foldamer peut être. On a deux grandes classes. Les Foldamer qui sont chimiquement très proches des biopolymères. Donc, vous avez en bleu ici l'acide alpha-aminé, le maillon élémentaire de la protéine, et puis des squelettes artificiels. La différence entre un squelette peptidique et un squelette peptoïde, c'est que la chaîne latérale, désignée par le groupe R ici, s'est déplacée du carbone jusqu'à l'azote. C'est juste un décalage de registre en fait. En faisant ça, on perd la chiralité, on a des propriétés différentes, mais on peut avoir des structures repliées. La différence entre cette séquence-là et celle-ci, c'est que maintenant il y a deux carbones entre l'azote et le carbonyle. Ici, on n'en a qu'un. Là, il y a deux carbones. C'est une homologation. On peut homologuer jusqu'à 3 carbones, 4 carbones. Quand ça a été découvert, c'était assez remarquable parce qu'on pensait qu'en ajoutant des carbones, on allait ajouter des degrés de liberté, que ça allait devenir trop flexible et que ça serait pas un bon point de départ pour les structures repliées. En fait, pas du tout. Les peptides dits bêta, donc avec deux carbones entre l'azote et le carbonyle, se replient mieux que les alphas qui ont qu'un carbone. De la même façon, il y a eu des analogues des nucléobases. Et on est toujours sur des squelettes, par exemple, ça c'est un squelette qui est fort éloigné du squelette ribose-phosphate de l'ADN, mais la base est conservée. Une partie de l'ADN est totalement intégrée, et on est arrivé comme ça à faire des molécules qui peuvent s'apparier en double brin avec l'ADN, et qui s'apparient avec l'ADN mieux que l'ADN s'apparie avec lui-même. Donc il y a vraiment des propriétés augmentées. Là, c'est une variante plus étroite. N'empêche que toutes ces structures-là sont structurellement très proches et ont des propriétés voisines des biopolymères dont elles sont inspirées. Ce dont je vais vous parler, c'est des objets, et vous voyez tout de suite à la nature benzénique du squelette, c'est des objets qui sont chimiquement beaucoup plus éloignés et dont on pourra attendre des propriétés notoirement différentes de celles des peptides ou des nucléotides. Donc la façon dont le projet s'est un peu développé dans le groupe, pendant beaucoup d'années, c'était des recherches qui étaient guidées principalement par la curiosité. J'espère que j'ai un peu aiguisé votre curiosité, parce que c'est comme ça que ça s'est produit. Mais pourquoi et mais comment? Et est-ce qu'on peut? C'était vraiment les questions de base, et la question de à quoi ça sert était rejetée pour plus tard. Si on peut, on verra bien. Et c'était une démarche de ne pas poser trop vite la question à quoi ça sert. Ça a permis une expansion considérable, donc j'espère que je vais vous convaincre. Donc je remonte toujours ce maillon élémentaire de la chaîne peptidique, et ce qu'on a introduit, c'est la simple idée qu'on peut remplacer le carbone dit alpha par un noyau aromatique. Et quand on fait, je parle pas de remplacer seulement une unité au sein d'une protéine, mais de constituer littéralement des séquences consistant exclusivement de ce type de motif. Donc c'est des amides, c'est dérivés d'acide alpha, dérivés d'acide aminé. Quand on introduit un groupe aromatique, on introduit de la rigidité, parce que le groupe aromatique a de façon rigide et rigide de façon inhérente, mais encore plus parce que les liaisons simples arylamide permettent une rotation, mais cette rotation est beaucoup plus restreinte que dans les systèmes aliphatiques qu'on a là, parce que la fonction amide est un système conjugué, plan, hybridation sp2, pour ceux qui ça dit quelque chose. Le noyau aromatique, c'est pareil,
système conjugué, plan, hybridation sp2, quand on les accroche, préfèrent être coplanaires. Comme ça ou comme ça. Mais comme ça, c'est moins favorable. Et donc l'ensemble devient rigide. C'est un peu comme si j'avais mis des charnières, mais c'est des charnières à 2 états. Elles peuvent aussi être entre, mais il leur faut des bonnes raisons. Donc l'ensemble devenant plus rigide, ce qu'on anticipait, c'est qu'il allait devenir plus facile à prédire. Parce que je vous ai dit au début, ça c'est magnifique, ça marche très bien, la nature s'en sort, mais les chimistes n'ont pas réussi à s'en saisir au point d'en faire une ingénierie développée où on peut écrire les séquences et on sait ce qui va se passer ensuite. C'est un champ d'investigation, il y a des groupes de recherche qui essayent d'optimiser ça, mais on n'y est pas encore. Donc on s'est embarqué, peut-être je peux dire une mention sur pourquoi la fonction amide, ça reste une des fonctions chimiques les plus faciles à faire en synthèse. Et comme on va faire des molécules grandes où on va coupler ensemble un grand nombre de fois des précurseurs, il vaut mieux que ce soit pas trop difficile. Et donc il y a un cahier des charges comme ça à remplir. Souvent, quand on a une bonne idée, on analyse les probabilités de succès du projet, mais le poids, est-ce que c'est facile à faire, est-ce que ça va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup de ressources, c'est forcément important dans la décision. Si c'est facile à tester, on ira souvent tester ça d'abord. Et je redis ce que j'ai dit précédemment, mimer n'est pas copier. L'intérêt du mime va pas être forcément dans son degré de ressemblance avec l'objet dont il est inspiré. L'intérêt du mime va être dans sa différence. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le mime que l'original ne faisait pas? Sinon, il n'y a qu'à utiliser l'original, littéralement. Donc en gros, si vous pouvez le faire avec un peptide, faites-le avec un peptide. Et nous, on va s'intéresser à ce que ces foldamers peuvent faire de différent. Donc, je vais vous montrer une simulation de dynamique moléculaire du repliement d'un heptamère de pyridine carboxamide, cette formule-là. Vous arrivez sans doute pas à lire en tout petit ici, c'est des picosecondes. La structure initiale était linéaire, étendue, pas d'empilement aromatique intramoléculaire, pas de liaison hydrogène intramoléculaire, et l'ordinateur simule que en 500 picosecondes, on trouve une hélice. Donc vous venez d'observer là sur une quinzaine, une vingtaine de secondes, une nanoseconde de la vie de cette molécule-là. Heureusement que c'était ralenti, hein, parce que sinon on n'aurait vraiment rien vu. C'est pour exprimer cette dynamique, cette agitation que j'ai mentionnée au début, qui est nécessaire pour que une molécule explore un espace de conformation, un espace énergétique de conformation, qu'elle puisse passer des barrières et trouver des puits de potentiel. Ce qui est prédit ici, c'est que l'espace énergétique des conformations de cette molécule-là, il est relativement lisse, et puis il y a un puits vers une forme repliée en hélice droite, puis il y a un autre puits vers une forme repliée en hélice gauche. Comme il n'y a pas d'élément de chiralité sur la molécule, elle peut tourner à droite ou tourner à gauche indifféremment, c'est vraiment des objets miroirs, images l'un de l'autre dans un miroir. Il y a un vrai intérêt à ce type de représentation, parce que selon comment on vous enseigne la chimie, on adopte des représentations différentes. En cours de chimie de synthèse, on représente les molécules comme ça, et ça c'est un code de représentation des molécules qui a été adopté parce qu'il permet assez facilement d'illustrer les réactions et de comprendre les mécanismes des réactions. Et les molécules, elles n'ont pas cette forme-là. Elles sont plus comme vous venez de le voir, et encore ça aussi a ses limites, et surtout ça bouge énormément. Et cette perception, on l'a pas forcément quand on dessine une molécule au tableau ou qu'on vous montre même la structure à l'arrêt. On perçoit pas cette partie dynamique. Donc la prévision de l'ordinateur, c'était qu'il y aurait un repliement, mais c'est vraiment une illustration que je vous ai montrée parce qu'en fait la conception des objets au départ, c'était pas avec un ordinateur, c'était avec un papier et un crayon. On savait que ça allait faire des hélices juste avec un papier et un crayon. Et ici, vous n'avez pas des noyaux pyridines, vous avez un autre aromatique, ça s'appelle une quinoline. Ce qui importe, c'est qu'il y a un azote dans le cycle, comme pour la pyridine précédemment. Pourquoi on pouvait prévoir que ça allait se replier? En fait, si vous analysez une séquence, il y a 3 types de liaisons autour desquelles une rotation est possible, 3 liaisons simples. La fonction amide secondaire comme ça, elle est connue pour préférer cette conformation trans. Elle peut passer 6, mais elle est très biaisée vers le trans. Donc il y a un biais fort. Et si on regarde les 2 autres liens arylamide, j'ai déjà dit que l'amide serait de préférence coplanaire avec la quinoline voisine.
En rouge, vous avez des répulsions électrostatiques. Et en bleu, des liaisons hydrogène bifurquées. Et ça, c'est les azotes endocycliques, les deux azotes ici, qui sont responsables de ces interactions. Donc en fait, on a dit que ça pouvait être dans deux états distincts, mais ces états sont pas dégénérés. Si c'est comme ça n'a pas la même énergie que si c'est comme ça. Et finalement, ce qu'on établit là, c'est avec des préférences conformationnelles qui sont locales, qui sont pas établies entre des résidus distants dans la séquence, avec des préférences conformationnelles locales. On définit une courbure. L'amide définit l'orientation préférentielle de la quinoline voisine, qui elle-même va définir l'orientation préférentielle de l'amide suivant, et ainsi de suite. Et c'est un petit peu comme si la forme résultante était une combinaison linéaire, c'est facile à manipuler, une combinaison linéaire, des conformations préférentielles locales. Alors au départ, ça veut être plan, et puis si ça tourne, si c'est droit, c'est simple, ça peut continuer, mais si ça tourne, quand on va arriver au bout d'un tour, ça pourra pas continuer de plan, et donc il va y avoir une déviation de la planarité, on va former l'hélice. Au moment où on forme l'hélice, on crée des contacts entre des éléments distants dans la séquence, qui peuvent être stabilisants, déstabilisants. Ici, ils sont stabilisants, mais c'est pas eux qui déterminent le repliement. Si c'était eux qui avaient déterminé le repliement, eh ben la molécule aurait beaucoup de flexibilité, devrait explorer tout cet espace jusqu'à ce que par hasard il y ait un contact et que ça puisse stabiliser la forme repliée. En fait, c'est pas ça qui se passe, c'est que non, mon coude n'a pas envie d'être comme ça, il a envie d'être comme ça parce qu'il y a une interaction locale ici et la courbure est définie localement. Donc ça, c'est le principe de conception au départ d'objets sur des motifs moléculaires totalement artificiels, mais qui adoptent des formes et on a pu prévoir que ça allait se produire. Donc sur beaucoup de mes diapositives, il y a des structures cristallines. On étudie les formes des objets à l'état solide. On a aussi d'autres outils pour les étudier en solution, pour vérifier que c'est la même chose. C'est extrêmement puissant la cristallographie parce que on peut calculer, grâce au motif de diffraction d'un cristal, les positions de chacun des atomes de l'objet à la fraction d'angstrom près. Donc c'est un peu comme si je vous montrais une photographie. C'est pas de la microscopie, hein, on ne voit pas l'objet. Il y a un passage par la diffraction, l'espace inverse. Il y a des transformations mathématiques importantes entre, mais on a une restitution qui est d'une précision à la fraction d'angstrom. Et ça c'est inouï comme degré de précision. Quelque part, je reste complètement fasciné par le fait que on peut commencer sur une feuille de papier à écrire ça. Et comme j'ai dit, partir avec un papier et un crayon. Aller ensuite sur un catalogue de produits chimiques, commander les précurseurs, fabriquer un monomère. Et ça, c'est passer du temps à la paillasse, mélanger des liquides, faire de la chromatographie, isoler des produits, faire précipiter plusieurs fois. Et puis après, on recommence, on continue à la paillasse et on enchaîne les monomères les uns avec les autres, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, ainsi de suite. Et on a une poudre. C'était un solide. Et on met ça dans un liquide où c'est soluble et on ajoute un précipitant. Donc, à la limite de solubilité, il y a des cristaux qui poussent de l'objet. Et puis ensuite, on fait passer des rayons X dessus. Derrière, il y a un détecteur, il y a des tâches de diffraction. Et on a une opération mathématique, on analyse l'objet et on trouve ce qu'on avait prévu au début. C'est totalement fascinant, je ne suis toujours pas revenu et on va continuer de faire ça pendant longtemps. C'est d'une puissance assez extraordinaire, si vous y pensez. Le nombre d'étapes qu'il y a entre le papier et le crayon à la fin et la structure, il y a des segments de la science qui sont quand même très solidement établis. On peut les faire plus grands, et une des frontières du domaine, c'est un savoir-faire vers des objets de plus en plus grands. L'intérêt de montrer une longue hélice ici, c'est de montrer à côté la structure d'une petite protéine à la même échelle. C'est petit pour une protéine, ça. Hein, dans les critères du monde des protéines, c'est vraiment petit, 65 acides aminés, je crois. Mais enfin, il y a une hélice alpha, il y a un feuillet. Ici, on est dans la même gamme de taille, et c'est un objet produit à la paillasse par un chimiste organicien. Mais on a ce recouvrement entre des petites molécules complexes du vivant et celles produites par les chimistes à la paillasse.
Donc ça, c'est un peu comme un album photo de famille. C'est pour résumer une grosse partie de notre activité. Ça fait beaucoup d'années qu'on fait ça. On a plusieurs monomères, plusieurs types de séquences. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'avec des séquences assez courtes, en variant les caractéristiques des hétérocycles, on est assez vite arrivé à explorer, je viens de vous montrer cette longue hélice-là, toute une variété de formes. J'ai parlé d'hélices simples, je vais vous parler un petit peu d'hélices doubles, on en a fait des triples, des quadruples, c'est toutes des structures cristallines. Ça c'est quelque chose qu'on a vu plus récemment, une sorte de feuillet en zigzag, donc des formes un petit peu variées. On a cette perception que le monde de forme de ces objets est assez riche et qu'on le maîtrise assez bien. Donc il y a beaucoup de mise en place d'une certaine ingénierie, si je puis dire. L'ingénierie, c'est quand vous pouvez dessiner l'objet, que vous le fabriquez, et puis il est comme vous l'avez dessiné. Mais c'est pas de la recherche. Quand on fait de la recherche, le plus souvent, ça marche pas. Ça, c'est une des caractéristiques indispensables du chercheur, gérer les échecs, parce qu'ils sont quotidiens, et il faut les utiliser pour rebondir, mais quelqu'un qui aime pas quand ça rate, il faut pas qu'il devienne chercheur. Maintenant, il y a dans le principe de la proposition d'une expérience de recherche, on met un certain nombre de chances de son côté, et aussi on s'ouvre à la chance, c'est-à-dire qu'on se met dans une posture qui est, je suis pas tout à fait sûr de ce qui va se passer, mais je suis à peu près sûr que je vais voir ce qui va se passer, et je jugerai après si c'est important ou pas. Donc il y a des cas où on a de la chance. Il se passe des choses inattendues. Donc cette molécule dont je vous ai montré une simulation par ordinateur du repliement, qui est un brin simple, on avait prédit qu'elle allait se replier en hélice simple. On n'avait pas prédit que ces hélices simples auraient une certaine capacité à s'étirer un peu comme des ressorts et à s'intercaler l'une dans l'autre pour former des hélices multiples. C'était pas prévu. On n'avait pas dessiné d'hélices doubles, ça s'est produit. Donc ça, c'est typique d'une expérience qui vous surprend. Vous avez dessiné une formule, vous avez passé du temps à la synthèse, vous avez un certain nombre de données analytiques qui disent c'est pur, c'est propre. Pourtant, vous prenez un spectre RMN, et puis vous voyez des signaux, puis il y a des petites choses là qui restent, vous n'arrivez pas à enlever. Et vous repartez à la purification, vous voyez pas d'impureté, il n'y a qu'une espèce, et pourtant quand vous regardez la trace spectroscopique, ça n'a pas l'air seul. Et ce qui se passe simplement ici, on change la concentration, et on voit que les proportions entre un jeu de signaux fins, qui correspond à l'hélice simple, à basse concentration, coexistent avec un jeu de signaux plus large, dont la proportion augmente quand on augmente la concentration. Si les proportions changent, simplement changer la concentration, ce n'est pas une impureté, c'est un agrégat. Et plus la concentration est élevée, plus l'agrégat est favorisé. Donc ça, c'est réellement une découverte. Et c'est absolument essentiel. Parce que je crois que si c'était pas produit ça au début du projet, on aurait dit, bon, c'est bien, on peut écrire cette séquence avec des pyridines, ça fait une hélice simple. Comme on avait prévu, il faut qu'on fasse des choses plus compliquées. Mais là, pratiquement le tout premier système qu'on a dessiné, il a tout de suite fait des choses plus compliquées que ce qu'on pensait. Il était plus riche. Et ça, c'est comme un étrier. Vous avez mis le pied à l'étrier, vous dites, là, il y a quelque chose à aller creuser, et 20 ans après, j'y suis encore. C'est à peu près comme ça. Donc, il a fallu d'autres moyens d'analyse, et c'est très souvent la cristallographie qui nous a sorti d'impasse. Ici, vous avez deux structures cristallines de la même molécule. Suivant le solvant que vous utilisez pour les conditions de cristallisation, elle peut cristalliser en hélice simple ou cristalliser en hélice double. Et en solution, j'ai montré précédemment, les deux espèces coexistent et sont à l'équilibre l'une avec l'autre, et on peut moduler cet équilibre en changeant température, concentration ou nature du solvant. Là, cette double hélice a vraiment eu un impact. C'était quelque chose d'important, c'était une découverte, c'était quelque chose d'important, parce qu'autant l'hélicité moléculaire n'est pas forcément une caractéristique exceptionnelle, il y a beaucoup de polymères
avec de la tacticité qui peuvent être hélicoïdaux. Par contre, des brins organiques qui s'enroulent l'un autour de l'autre, on connaissait des exemples dans la nature, mais il n'y avait pas d'exemple de structure artificielle qui puisse faire ça. Donc souvent, je montre les structures à la même échelle. La double hélice d'ADN, c'est un objet familier au grand public. On entend parler de collagène sans toujours savoir ce que c'est. Le collagène, c'est une triple hélice. Là, vous avez un peptide bactérien qui sait aussi faire une double hélice. On arrive avec ces objets-là, totalement artificiels, une sorte de contrefaçon du vivant. C'est pas du vrai ADN, mais pourtant ça peut s'hybrider et former une hélice multiple. Donc potentiellement des projets qui sont ouverts. Est-ce qu'on peut stocker de l'information là-dedans? Est-ce qu'on peut dupliquer de l'information à partir d'un brin initial et en recopiant une séquence? Il y a plein de questions qui s'ouvrent du fait d'une découverte. Donc ces citations, hein, la chance sourit à l'esprit bien préparé, c'est exactement ça. En fait, en recherche, on a des raisons de faire un certain nombre de choses, mais le plus important, c'est d'être très très en éveil par rapport à ce qui se passe vraiment, pas ancré sur ce qu'on avait prévu au début, parce que ce qui peut se produire peut être beaucoup plus important. Donc je fais une autre petite pause sur cette diapo où j'ai montré des hélices simples, doubles, des feuillets, etc. J'ai dit qu'on pouvait accéder à apparemment un espace assez varié en jouant avec des séquences courtes et puis pas tellement de monomères. Les protéines du vivant sont faites essentiellement avec 20 acides aminés. C'est pas un très grand nombre de briques élémentaires. Malgré tout, vous pouvez aller sur une banque de données en ligne d'accès gratuit qui s'appelle la Protein Data Bank, qui stocke les structures élucidées de protéines. Et c'est un univers très très riche. Donc ça, c'est un grand poster, c'est un fichier PDF que vous pouvez télécharger et qui est une sorte d'illustration de ce que la nature fait avec 20 acides aminés. Les enzymes que j'ai évoquées précédemment, qui font de la catalyse, c'est les petites boules jaunes et oranges ici. C'est relativement petit dans le monde des protéines. Vous avez ici un anticorps. La bande jaune ici, c'est une bicouche lipidique de membrane cellulaire avec un certain nombre de protéines ancrées dans les membranes. Celle-ci est particulièrement importante. La TP synthase, c'est une protéine qui peut convertir de l'énergie chimique en un gradient. Littéralement, elle brûle une molécule d'ATP et elle peut transporter un proton d'un côté à l'autre de la membrane. Donc elle peut transformer un carburant chimique en quelque chose qui est beaucoup plus physique. Il y a plus de protons d'un côté que de l'autre et ça crée une force. Les gradients peuvent créer des forces. Les deux sous-unités du ribosome. Enfin, le message est tout ça est accessible avec 20 acides aminés. Et donc, il y a ce message implicite. Et si l'espace chimique accessible aux acides aminés aromatiques, dont j'ai montré quelques exemples, était aussi vaste et totalement libre aux chimistes de l'explorer. Le potentiel est sans limite. Ce qui est limité, une des choses qui est limitée, c'est notre savoir-faire. Pour fabriquer ces objets-là, la nature a une machinerie, le ribosome, il y a une usine à fabrication des molécules, même si elles sont très longues. Nous, les monomères, quand c'est une séquence complexe, on doit les mettre un par un. On peut faire ça un certain nombre de fois, mais il y a une limite. Donc il y a vraiment une frontière du domaine, ça reste le développement de la capacité de synthèse organique. Il n'y a pas de description de synthèse chimique dans mon exposé, mais tout ce que je montre n'est possible que grâce au savoir-faire en synthèse organique. C'est facile d'aller avec son papier, son crayon, de dire si on faisait ci, si on faisait ça. Ce qui est difficile, c'est de le faire, de le fabriquer réellement. Où est-ce que j'en suis par rapport au temps? Parce que si vous m'arrêtez pas, ça risque de durer un peu longtemps. Donc je vais survoler les derniers sujets. L'idée, c'était quand même de vous montrer quelques fonctions. Je suis allé délibérément lentement jusqu'à présent pour parler pas que des résultats, mais de tout ce qui entoure la construction des résultats. On a un certain nombre de champs d'exploration où on regarde des fonctions, éventuellement des applications. Celui-ci est assez intéressant parce que
C'est un exemple tout simple de formes qui sont triviales d'accès avec ces squelettes d'amides aromatiques et qui sont totalement hors d'accès des peptides et des nucléotides. L'idée, c'est que vous pouvez écrire une séquence de monomères qui va s'enrouler en hélice de telle façon que les monomères aux extrémités codent pour un diamètre très étroit avec aucune place à l'intérieur du canal, alors que les monomères au centre de la séquence, eux, codent pour un diamètre beaucoup plus grand, et de fait, simplement en se repliant en hélice, c'est un peu comme si vous aviez conjugué une hélice et une spirale ici, simplement en se repliant en hélice, l'objet crée une cavité en son sein. Cavité qui peut être complètement isolée du solvant. Et c'est un lieu intéressant pour essayer de faire de la reconnaissance moléculaire à l'intérieur de l'objet. Parce qu'on va l'entourer complètement, donc on pourra construire un grand nombre d'interactions, on va l'isoler du solvant, et si l'hélice est particulièrement stable, on va pas simplement mesurer la capture et le relargage, on va mesurer la vitesse de capture et la vitesse de relargage. Puisque pour que la molécule qui est à l'intérieur entre et sorte, il faut que l'objet replié se déroule au moins partiellement. Donc on a des variantes de ça. Si votre hélice est ouverte aux deux extrémités, a priori, une petite molécule peut rentrer par les extrémités. Sauf si cette molécule a une forme en altère, comme ça, s'il y a quelque chose d'encombrant aux deux extrémités de la molécule, le complexe ne peut pas se former par un mécanisme d'enfilement. Et donc pour qu'un complexe comme ça se forme, il faut que l'hélice se déroule et se réenroule autour de la partie tige. Et ça peut être une barrière considérable. Si l'hélice est très stable, il y a une grosse barrière. Après, la barrière, elle va juste déterminer est-ce que ça se fait vite ou lentement. Si la barrière est élevée, ça va se faire lentement. Ce qui importe, c'est que l'objet formé est lui-même stable, c'est-à-dire qu'il y a des interactions favorables entre l'intérieur du canal de l'hélice et la tige, qui fait qu'une fois que c'est fait, ça reste. Donc on joue comme ça avec un certain nombre de choses. On a des notions de fonctionnalisation de la surface des hélices, comme les objets repliés qu'on fabrique sont prévisibles, stables. On peut s'en servir un petit peu comme d'un échafaudage où on place à des endroits précis dans l'espace des fonctionnalités particulières. Et comme ils sont grands, je vous ai montré en vis-à-vis un foldamère, une protéine, on peut envisager de reconnaître des surfaces importantes sur des protéines. Il y a des applications dans les matériaux. Donc je vais juste montrer des bases élémentaires. Par rapport à la programmabilité, il y a quand même le mot ingénierie dans mon titre. Il y a des choses qu'on sait très bien prédire sur la forme des objets. Notamment, pour les monomères, on sait prédire leur contribution au diamètre d'une hélice. Et leur contribution vient de leur contribution à la courbure et de leur contribution à la taille. Donc si vous considérez cette série, vous avez des orientations variables du précurseur acide et du précurseur amine de la fonction amide. De façon assez évidente, quand on a une orientation à 180 degrés, le monomère il est comme ça, il n'est pas courbé. Si vous les attachez entre eux, vous faites un brin linéaire. Ça c'est davantage courbé, ça c'est très courbé. Donc on peut, et ça c'est de la géométrie assez simple. Quand vous les enchaînez, la prévision des formes sur ordinateur est très précise. On sait dire la contribution au diamètre. Maintenant vous regardez une autre série. L'orientation est la même, elle est constante, donc la courbure est constante. La courbure, ça va être le nombre d'unités par tour, mais comme la taille augmente, le tour sera plus grand, nécessairement. Donc on peut combiner ces deux paramètres pour savoir quelle séquence on doit écrire, à quel endroit on doit mettre chaque monomère, pour que le diamètre soit très restreint au bout. Donc typiquement, on a ces unités-là au bout. On va passer de celle-ci à celle-là, puis après le diamètre on va mettre des comme ça, puis on peut mettre des comme ça, mais va encore augmenter, puis après on repart en sens inverse dans la séquence, on remet les monomères exactement en sens inverse, et on crée cette hélice à diamètre variable d'une façon totalement triviale, et comme j'ai dit, vous pouvez essayer avec un nucléotide ou un peptide, ça marche pas. Il y a pas d'hélice de cette forme dans le vivant. Donc ça c'est un exemple, une structure cristalline, c'est une hélice, mais elle a une forme de boule. À l'intérieur, on peut mettre des petites molécules. On a atteint des sommets
dans ce secteur-là plus récemment, où on a encapsulé des sucres, et distinguer des sucres entre eux, c'est quelque chose de particulièrement difficile, hein, parce que les sucres se ressemblent les uns les autres, donc d'avoir une molécule qui lie le fructose avec au moins 2 ordres de grandeur de sélectivité sur le deuxième meilleur candidat pour intégrer la capsule, et 4 ordres de grandeur par rapport à d'autres. Là, on a la structure cristalline du sucre en capsule. Donc c'est vraiment des illustrations que je vous donne, mais il y a toujours cet équilibre entre recherche, au sens où on démarre quelque chose, on ne sait pas si ça va marcher, et puis après construction des acquis, construction d'une connaissance un peu générale par rapport à ces familles-là. Ce que cette partie-là de diapositive représente, c'est cette notion qu'on est toujours sur des séquences. On a des lettres pour désigner des monomères différents, et le fait que ce sont des séquences donne accès à quelque chose de très intéressant, c'est la modularité. Et ça, c'est pareil que dans le vivant, c'est les mêmes principes. Vous avez une séquence de départ, vous l'avez fabriquée, vous l'aviez conçue, vous l'avez testée. Quelle amélioration vous pouvez apporter et quelles opérations vous pouvez effectuer. Mais c'est assez simple, vous pouvez faire des délétions, vous pouvez enlever un monomère, vous pouvez faire des additions, il y a des additions au bout là, puis vous pouvez faire des mutations. À un moment vous décidez je vais en faire une, je vais changer un monomère pour un autre. Et c'est une logique très simple qui est liée à la modularité de la séquence. Ce qui est intéressant, c'est que dès que vous envisagez un variant, la synthèse, c'est la même. Simplement, il y a une étape où il faudra mettre un monomère à la place d'un autre. C'est beaucoup plus simple à appréhender, donc la synthèse ne devient pas trop un facteur limitant parce que vous savez que vous allez y arriver de la même façon. Si vous regardez un produit naturel complexe, il y a des petites molécules qui ont des complexités structurales très élevées. Vous pouvez apprendre à synthétiser une molécule comme celle-là, et si vous envisagez une variation, il n'est pas du tout évident que vous allez pouvoir l'atteindre par le même chemin de synthèse. Et donc si à chaque variation de votre cible, en pharmacochimie c'est classique, on a une molécule, un produit naturel qui a une activité. On va vouloir tester des familles, des voisins de cette molécule pour voir si l'activité est moins bonne, meilleure, si la toxicité est plus grande, plus élevée, la biodisponibilité peut changer, et souvent ça passe par des variations systématiques. Et si on a un schéma de synthèse, il va permettre certaines variations. Mais pour d'autres variations, il faudra trouver un autre schéma de synthèse. Et ça demande des temps d'investissement considérables si à chaque fois vous devez retrouver une synthèse ici. Le ribosome, c'est une usine, synthétise toutes les protéines du vivant. Nous, on a un schéma de synthèse, c'est que des liaisons amides. À chaque fois, il faut fabriquer des monomères, mais après, on les agence ensemble de la même façon. Je peux passer, j'ai dit qu'on faisait des hélices doubles, alors on a aussi mis des molécules invitées à l'intérieur d'hélices doubles, même principe. Là, on a à la fois assemblage de la double hélice plus formation d'une cavité. C'est-à-dire que quand on écrit notre séquence de monomères, ils vont coder pour leur courbure, ils vont définir la taille de la cavité, ils vont coder pour un certain nombre de fonctionnalités qui sont exposées à l'intérieur de la cavité et qui définissent les propriétés de reconnaissance moléculaire. Et ils vont aussi coder pour une aptitude à être en simple hélice. Ici, ce qui est bleu, ça préfère être en simple hélice, ce qui est vert, ça préfère être en double hélice. Et donc, on a toutes ces propriétés avec une sorte de code de relation entre chaque monomère et ce qu'il apporte à la structure repliée finale. Voilà. Peut-être je peux finir sur juste cette illustration que j'avais utilisée dans l'abstract qui indiquait que on a commencé à combiner des foldamères avec des objets repliés. Donc ici, l'enjeu, c'est de voir comment des codes moléculaires interagissent l'un avec l'autre, des codes moléculaires différents. J'aime bien parler des fois de langage corporel. Les maillons des protéines sont petits, ça crée un objet qui a un grain fin, qui est d'une grande complexité. Nos maillons sont un peu plus gros, ceux de l'ADN sont encore plus gros, donc le grain de l'ADN est gros et c'est un objet plus grossier. Et les fonctions qui en dérivent sont liées à ces caractéristiques moléculaires. Donc là, ce qu'on a, c'est un complexe 2+2 où il y a 2 foldamères, 2 protéines,
chaque foldamer est lié à une protéine par une extension ici. Donc le foldamer vert est lié à la protéine verte, mais il interagit aussi avec la protéine jaune. Le foldamer jaune est lié à la protéine jaune, mais il interagit aussi avec la protéine verte. En plus de quoi, il y a des interactions foldamer dans la structure. Donc c'est vraiment des niveaux de complexité supérieurs des objets qu'on élabore, où on combine des morceaux du vivant et des morceaux complètement synthétiques. J'ai une diapositive qui résume, on pourra revenir sur ce qui vous intéresse dans tout ça si vous voulez, mais qui résume un peu les sujets auxquels on touche. Certains que j'ai abordés, mais dans les grands enjeux du domaine, il y a cette augmentation du savoir-faire de la conception d'objets repliés artificiels de plus en plus grands, ce qu'on appelle les structures tertiaires ou quaternaires. Et est-ce qu'on peut se rapprocher vraiment d'objets aussi complexes que des protéines, parce que c'est dans la grande taille que les fonctions sophistiquées apparaissent. La synthèse chimique est vraiment la cheville ouvrière du dispositif. C'est ça qui nous permet de les faire, et tous les progrès qu'on fait en synthèse, c'est immédiatement des progrès sur les propriétés des objets. J'ai parlé un petit peu des récepteurs moléculaires, j'ai pas évoqué les différentes directions dans lesquelles on peut aller, la catalyse par exemple. J'ai très brièvement dit qu'on pouvait reconnaître des protéines, on travaille aussi sur la reconnaissance d'acides nucléiques. J'ai pas eu le temps de vous montrer des aspects plus dynamiques de mouvements moléculaires, de prototypes de moteurs, des parties qui bougent. Je n'avais pas envisagé non plus de vous parler, je l'évoquais brièvement quand j'ai parlé d'une hélice multiple. Dès qu'on a une double hélice, on pense à l'ADN, on pense au stockage d'informations, duplication d'informations, et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans des objets artificiels. Et on a un certain nombre de projets où on sort complètement du contexte bio-inspiré ces objets-là, et on dit mais il peut y avoir des utilités dans le domaine des matériaux. Voilà, vous avez vu sur les diapositives, il y avait périodiquement des noms, c'était à chaque fois les principaux acteurs des projets que je présentais. Sur cette diapositive-là, vous avez le groupe tel qu'il est constitué aujourd'hui. Donc ce qui n'est pas publié, je ne l'ai pas montré. Ceux qui n'ont pas un drapeau à côté de leur nom sont français. C'est pas une majorité, donc c'est vraiment un environnement très très international, même si c'est la porte à côté de ce bâtiment-ci. On a un grand nombre de collaborations, et je voudrais parler en particulier des cristallographes qui sont des partenaires essentiels à nos recherches. Moi, je suis plus responsable de la partie conception synthèse dans ces dispositifs, mais s'il n'y a pas des cristallographes pour nous assister derrière, ça ira pas loin. Ce qui fait qu'une recherche est faite ou pas faite, c'est principalement si elle est financée ou pas financée. On peut avoir des idées extraordinaires, mais sans financement, il n'y a pas de travaux. Donc les agences de financement de ces travaux-là sont des éléments absolument essentiels du fait que ça s'est vraiment produit. Donc il y a vraiment des gens à remercier de ce point de vue-là. Pour le groupe tel qu'il est financé actuellement, il y a une très grosse source de financement au sein de l'Union européenne. Il y a presque la moitié du groupe qui est payé par l'Europe aujourd'hui. On a des financements nationaux, il y a le CNRS qui couvre les salaires d'un certain nombre de membres permanents du groupe. On a eu jusqu'à peu, il y avait des contrats de collaboration avec des industries pharmaceutiques. Il n'y en a pas qui courent en ce moment, donc les logos sont sortis, mais c'est un domaine où on interagit avec l'industrie. C'est pas qu'ils attendent qu'on va produire un médicament demain, mais je crois qu'ils aiment bien garder un œil parce que c'est très atypique de leur point de vue et du point de vue de la communauté des chimistes en général. Ce que je vous ai montré est considéré comme très atypique. Voilà, je dois remercier tous ces gens, puis je vous remercie vous bien sûr pour votre attention. On va passer à la phase de questions. Surtout, n'hésitez pas à demander des précisions à M. Luc sur les parties si vous êtes venu pour certaines choses ou si vous avez peut-être un peu plus curieux de certaines parties qu'il a évoquées, notamment sur cette diapositive-là. N'hésitez pas à lui demander si vous avez des questions sur la recherche de manière générale ou sur quoi une thèse, pas une thèse ou pas, ou je ne sais quelle autre question. N'hésitez pas. C'est compliqué la question.
Puis aujourd'hui, vous n'avez pas un professeur assis au premier rang pour poser la première question. J'avais une question. Vous avez parlé des financements qui sont essentiels pour mener ces recherches. Vous avez aussi dit que, tout au début, vous avez lancé dans ces recherches en essayant d'écarter la question de à quoi ça va servir. Et donc, comment arriver à attirer le financement sans forcément exposer des applications à plus ou moins court terme, moyen terme, et donc peut-être un retour sur investissement. Heureusement, il y a des sources de financement pour ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Maintenant, les grands organismes de recherche français, le CNRS qui paye mon salaire, les salaires d'autres chercheurs dans le laboratoire, ont des missions premières qui sont liées aux connaissances. Et nos salaires, ils sont payés de toute façon. Du moment qu'on fait bien notre travail, ça va. Mais pour financer les projets eux-mêmes, les expérimentations, des chercheurs non permanents, donc des doctorants, des postdocs qui travaillent sur les projets, il y a des sources de financement pour des travaux à caractère vraiment fondamentaux. C'est-à-dire que je peux écrire un projet avec une introduction, une mise en matière comparable à celle que je vous donne aujourd'hui, qui est de dire on connaît deux grandes familles moléculaires d'objets repliés dans le vivant. Est-ce que ces objets-là sont uniques en leur genre? Est-ce qu'on peut trouver des familles artificielles qui se replient? Donc là, on a déjà la réponse, mais ça a été une étape. Il y a un moment, on a proposé des choses comme ça. Et c'est juste une question de connaissance. Et c'est une question de connaissance qui a de l'importance. Et heureusement, ça peut être financé. Maintenant, dans un projet de recherche, même à caractère fondamental, souvent, on vous demande, il y a au moins une section consacrée à l'impact. C'est le terme, la terminologie utilisée. L'impact, voire l'impact socio-économique. Et c'est pas nécessaire que vous écriviez si tout va bien, l'issue du projet est la création d'une start-up. C'est pas indispensable pour qu'il soit financé. Malgré tout, après ici plus de 15 ans de travaux, après 15 ans de travaux, il y a des industries pharmaceutiques qui sont venues financer. Mais si ça n'avait pas commencé, ça serait tout simplement pas produit, elles seraient pas venues parce qu'elles n'auraient pas suivi cette voie-là par elles-mêmes. Donc ça, c'est très difficile de prévoir ce qui va vraiment avoir une utilité. C'est tout à fait légitime de demander aux chercheurs de faire l'exercice. Qu'est-ce qu'il en pense lui? Parce que, entre nous, c'est lui qui propose le projet, c'est lui qui a le plus réfléchi. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il est convaincant en l'expliquant? Et ça peut donner à un rapporteur. Les rapporteurs des projets sont anonymes, on ne sait pas qui lit les projets et qui dit c'est bien, il faut soutenir, il faut financer, ou au contraire, non, il manque, c'est pas crédible. Même si vous n'avez pas d'application prévue dans le cadre de recherche que vous proposez, l'impact, il peut avoir attiré l'attention du rapporteur qui dit oui, on ne sait pas si ça va marcher, mais si ça marche, il y a de perspectives. Je ne sais pas comment traduire directement en français. En anglais, on parle souvent de enabling. C'est comme si les résultats du projet vont augmenter nos capacités. Et cette augmentation de capacité, elle est importante pour faire d'autres choses après. Et je crois que c'est réellement ce qu'on est en train de faire. On a petit à petit mis en place des principes, une compréhension du repliement d'objets, et nos capacités augmentent. D'ailleurs, c'est assez remarquable parce que plus nos capacités augmentent, plus nos financements augmentent aussi. Donc, il y a un cercle vertueux qui s'est engagé entre la qualité des résultats, l'aspect convaincant de ce qu'on propose et les moyens qu'on reçoit. Ça demande du travail pendant ces 7 ans. Mais bien sûr, il y a d'autres sources de financement où le programme est déclaré comme voulant favoriser le transfert. Et c'est des sources dédiées, et donc il faut proposer quelque chose de convaincant qui dit à partir de ce que je sais maintenant, je pourrais bientôt avoir un prototype. Le programme s'appelle le preuve de concept. Ou si on a un brevet au départ
au moment de soumettre, c'est bien, parce qu'on pour une application soit crédible, il faut souvent que la propriété intellectuelle était bien protégée aussi. Sinon, personne ne pourra gagner d'argent avec. Ça c'est un problème de la structure économique telle que de notre monde. Si quelque chose est divulgué et que tout le monde peut gagner de l'argent de la même façon, plus personne n'est intéressé. C'est embêtant. Parce qu'on souffre, on sait que dès qu'on va s'engager, la concurrence va s'engager en même temps, donc le gain va pas être grand, et pourtant ça serait très utile. Ça arrive, il y a beaucoup d'idées de médicaments qui sont interrompus comme ça, sous prétexte qu'on pense qu'on va pas pouvoir gagner suffisamment d'argent, et non, ça se fait pas. Une autre question? Vous allez faire des thèses, vous? Moi, j'ai une autre question. Vous avez montré souvent des molécules qui sont pas forcément très grandes en poids moléculaire. Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des perspectives à coupler votre démarche de synthèse avec peut-être des synthèses macromoléculaires qui sont connues du côté des polymères, comme des polymérisations radicalaires ou par étapes? Donc il y a, quand j'ai défini le mot foldamer, j'ai donné cette définition très générale de structure moléculaire artificielle repliée, architecture moléculaire artificielle repliée. J'ai dit, nous, on aborde cette notion avec l'outil de la synthèse chimique par étapes. Et les polyméristes l'abordent aussi, avec la notion de polymérisation, où en une étape, on ajoute beaucoup d'unités. Donc c'est un pendant du domaine que je vous ai présenté, que je connais aussi assez bien, même si je ne suis pas vraiment impliqué dedans. Et il y a plusieurs jonctions entre ces deux domaines. Il y a une prise de conscience dans le domaine des polymères que le fait de faire une macromolécule en une étape, c'est un procédé d'une efficacité imbattable, qui fait que les polymères sont tellement omniprésents dans les objets de la vie courante. Les plastiques en premier, toutes sortes de fibres. Et malgré ça, un polymère qui est fabriqué d'un seul monomère répété un certain nombre de fois, c'est une structure moléculaire assez primitive, pas très sophistiquée. Donc les polyméristes ont petit à petit amélioré leur procédé pour dire, ah mais je peux faire un polymère constitué de deux blocs. J'ai un premier monomère que j'ai polymérisé sur une première partie, puis un autre monomère que j'ai polymérisé sur une autre partie, et dès que j'ai deux blocs, c'est plus riche. Donc le comportement et les propriétés que je peux atteindre sont plus variées. Et par extension, 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs. Jusqu'à ce que la synthèse elle-même commence à devenir un facteur limitant. On peut continuer à améliorer les propriétés, seulement le gain, l'effort à mettre dans la synthèse devient trop considérable. Mais le prolongement ultime de cette façon de penser, c'est la protéine, où le bloc est réduit à un monomère. Et ça, c'est quelque chose que les polyméristes contemporains perçoivent, mais qu'un polymériste des années 70 n'aurait pas perçu parce que les mondes étaient trop séparés. Le monde de la chimie des polymères d'un côté et ce qu'on appelle le biopolymère, mais qui est surtout composé d'une séquence définie, c'était des mondes tellement séparés qu'il n'y avait pas de jonction. Là, on a des éléments de création de jonction entre ces deux univers-là. Et il y a plusieurs types de jonctions, mais une jonction, ça peut être ce que vous avez proposé, qui est de dire, mais on peut faire une molécule constituée des deux, d'un segment polymère qui est la même unité répétée un certain nombre de fois, et d'un autre segment qu'on a fabriqué par une autre méthode, qui lui peut avoir une séquence complexe. Et au sein de la structure produite, chacun apportera des fonctionnalités différentes. Les exemples parmi les plus élaborés que j'ai vus, un des deux blocs, ça peut être un morceau d'ADN et un polymère accroché.
J'ai vu des polymères où il y avait un bloc, c'était une protéine entière, et l'autre bloc, c'était du polystyrène. Ça fait des structures, c'est bien artificiel, hein, ça colle à ma définition. Il y a des éléments naturels qui ont été intégrés, mais une fois qu'il y a un polystyrène accroché, c'est plus tout à fait naturel. Et on peut voir les propriétés qui dérivent de ces objets-là. Donc tout est possible. Alors, avant de partir en week-end, vous avez une question? Sur les carrières? Je me demandais, là du coup, on est vraiment plus dans une démarche de j'ai envie de faire quelque chose et de voir ce que ça fait plutôt que de je veux faire quelque chose et je réfléchis comment le faire. Non, pas vraiment. Que ce soit globalement guidé par la curiosité, oui, mais c'est pas du tout au hasard. Et en recherche, une expérience, par définition, c'est une opération dont vous n'êtes pas sûr du résultat. Sinon, ça s'appelle plus une expérience. Et si vous voulez pas gaspiller votre temps et vos ressources, c'est quelque chose à quoi vous avez beaucoup réfléchi. Donc il y a toujours un plan d'expérience, il y a toujours une raison pour laquelle on teste quelque chose et un attendu. Ce que j'ai dit de la démarche scientifique, c'est que fréquemment, il va pas se passer ce qu'on attendait. Dans beaucoup de cas, ça veut dire c'est pas comme ça que ça doit marcher. On doit réfléchir en fonction de ce qu'on a trouvé et changer nos conditions expérimentales pour essayer d'atteindre notre objectif. Mais parfois, il se passe quelque chose qui n'était pas attendu, et cette chose devient plus intéressante. Donc un bon chercheur, c'est pas quelqu'un qui a une bonne capacité à prévoir le résultat de ses expériences. Un bon chercheur, c'est quelqu'un qui a une bonne capacité à mesurer l'intérêt de choses qu'il découvre qui n'étaient pas forcément attendues. Mais je conçois que pour vous, c'est compliqué d'imaginer le rapport entre le projet, on écrit quelque chose, on est financé pour quelque chose, mais on donne pas forcément beaucoup de garanties qu'on va trouver ce qu'on cherche. Parce que si on pouvait donner toutes les garanties, c'est qu'on n'est plus en recherche et donc ça n'a plus besoin d'être financé. C'est un équilibre délicat. On pourrait pas faire ça pour un programme de construction de satellites. On peut pas mettre 500 millions d'euros sur la table sans être sûr que ça va marcher. Parce que ça commence à devenir très très cher. Là, on est sur des plus petites échelles et il y a toujours cet équilibre entre quelle chance on s'est donné pour que ça marche. Maintenant, si ça fait que marcher, c'est qu'on n'essaie pas des choses assez difficiles. Donc, c'est vraiment pas propre à ce que j'ai montré. Il peut y avoir des programmes de recherche particuliers qui disent tels matériaux ont des applications dans ce domaine-là, les performances actuelles de ces matériaux, c'est ça, on a des idées pour améliorer ces performances. Sous-entendu, si on réussit, ça va être utile immédiatement dans le champ d'application de ces matériaux. Et le programme de recherche, il va expliquer qu'est-ce qui est proposé pour modifier ces matériaux-là, pour améliorer leur performance. Si on était sûr que ça marche, ça serait sans doute déjà fait, donc ça serait pareil. Mais c'est pas la curiosité qui guide la démarche. C'est un intérêt défini. C'est un intérêt défini qui guide la démarche. Mais après, la façon dont ça va être fait va pas être très différente. À chaque fois, il y aura une expérience qui sera définie, et on va dire pour cette expérience-là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui risque de se produire, comment on va pouvoir l'analyser, et puis après on l'a fait, et puis qu'est-ce qu'on a trouvé. Et ça peut être simplement maintenant la performance n'a pas été améliorée comme on voulait, mais là le chercheur il va souvent se dire mais pourquoi? Parce que j'avais raisonné pour que ça marche et ça marche pas comme j'avais raisonné, donc pourquoi? Et il va revenir en arrière, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé d'autre. Parce que s'il comprend pourquoi, il va peut-être finalement pouvoir proposer
une amélioration de son matériau qui va marcher. Donc faut distinguer l'objectif et la démarche expérimentale qui peut prendre des formes très très variées d'un domaine à l'autre, mais qui marchera un peu toujours sur le même principe. On tente quelque chose et c'est forcément réfléchi. Si vous tentez au hasard, c'est vraiment peu de chance que... Mais après, dans l'évolution d'un projet de recherche, et c'est accepté par les organismes de financement, c'est tout à fait possible. Vous avez proposé quelque chose, vous allez dans une direction, au bout de 6 mois, vous avez trouvé quelque chose d'autre. Et dire, mais là, on part à angle droit. Et vous pouvez expliquer dans les rapports que vous de compte rendu que vous devez restituer à l'agence de financement, il s'est passé quelque chose de majeur. C'était pas ce qu'on avait écrit. Et on est parti à droite. Parce qu'on trouve que cette piste-là devient finalement beaucoup plus pertinente que celle qu'on avait écrite au départ. Donc ce qui est difficile pour vous de comprendre, je pense, c'est qu'est-ce qu'on écrit dans un projet, parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Et qu'est-ce qu'un évaluateur, qu'est-ce que doit faire un évaluateur pour dire oui, ça, on peut l'essayer, parce que l'évaluateur, finalement, il donne pas non plus de garantie que ça va marcher. Et si quelqu'un pouvait donner des garanties, ça serait pas un projet de recherche. L'évaluateur, il pondère le document qui lui est présenté en disant je vois comment l'intérêt m'est expliqué, je vois la méthode qui m'est proposée, je vois souvent on demande une analyse de risque. C'est très pertinent de dire je vous propose tout ça, je vais faire de telle et telle façon. Qu'est-ce que je fais si ça marche pas? Qu'est-ce que je fais si ça marche pas? Il sous-entend j'ai un petit peu examiné mon plan d'expérience et je me suis pas rendu dépendant d'une chose et une seule qui, si elle ne marche pas, on peut rien faire. Ça a peu de chance d'être financé. Il faut être capable de dire, ok, ça c'est critique au projet, mais si ça marche pas, j'ai au moins 2 autres idées qui sont valables, qui pourront être essayées en suivant. Et c'est ça qui fait que le projet va séduire les rapporteurs, les convaincre et qu'ils vont dire d'accord, ça, on peut s'engager dans cette démarche-là. La qualité de l'équipe est un critère d'évaluation. Il faut montrer un peu son curriculum et dire dans le domaine que je présente, on a déjà beaucoup de résultats acquis. On a démontré qu'on avait ce savoir-faire-là. Ça, c'est quelque chose que je vous ai dit au tout début, le savoir-faire expérimental. On s'improvise pas polymériste du jour au lendemain, et puis le lendemain chimiste des matériaux, parce que le savoir-faire, il faut un temps d'apprentissage. Et tout expert qu'on soit sur la théorie, il faut un temps d'apprentissage. Et donc, d'être capable de dire, oui, ces choses-là, on a déjà prouvé qu'on les maîtrisait, c'est des garanties qui sont données que la mise en œuvre, au moins, posera pas de problème. Donc, n'importe qui peut pas proposer n'importe quoi. C'est peut-être une dernière question avant de conclure. Est-ce qu'après toutes ces années de recherche sur le même sujet, vous vous laissez pas un petit peu? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que plus on avance, plus le champ est grand. Il y a des carrières de recherche qui se constituent de façon très très différente. Il y a des gens qui font comme les papillons, changent de fleur, changent de sujet, des fois radicalement. Certains le font avec bonheur, c'est-à-dire qu'il y a des gens extrêmement doués qui ils restent pas longtemps sur une problématique, mais chaque fois qu'ils abordent quelque chose de nouveau, ils ont une contribution majeure. D'autres pour lesquels c'est moins évident, où ça serait utile d'avoir peut-être quelque chose de plus consistant. Là, c'est presque un programme que je vous ai montré, c'est pas la restitution d'un projet. Des fois, on avait une diapositive, la moitié d'une thèse. C'est un ensemble, mais il y a une sorte de corpus de connaissances qui s'est constitué. Il y a aussi une communauté scientifique qui se constitue autour d'une thématique, qui fait que tout devient additif. Et en science,
Parfois, vous pouvez construire des gratte-ciel, c'est-à-dire empiler la connaissance très verticalement et progresser comme ça, mais l'analogie avec le bâtiment, elle est pas mauvaise. Si vous allez trop haut, ça vacille. Pour avoir des connaissances très avancées, souvent il faut un socle large. Et la comparaison avec la pyramide est pas mauvaise non plus, parce que la pyramide a une réelle stabilité inhérente à sa pente. Hein. Et c'est un petit peu ça. Si vous amenez beaucoup de connaissances, vous finissez par avoir quelque chose de très stable et qui va perdurer dans le paysage. C'est la personnalité et la matière qui le définit. En chimie, on est quand même assez habitué à ce que on propose, mais notre matière elle-même guide et révèle souvent des choses qu'on n'attendait pas. Il faut être habitué à être surpris. Écoutez, je vous remercie d'être venu. Et puis, un bon week-end à 4 jours à tous. Et puis, on remercie encore Monsieur Huc d'avoir animé cette conférence. Merci à vous.